La course à Projet Montréal est en cours. Je m'appelle Ludwig Moquin-Baudry, je suis chroniqueur pour Pivot. J'ai rencontré les 5 candidates et candidats à la chefferie de Projet Montréal qui vont vouloir succéder à Valérie Plante à la tête du parti pour éventuellement, possiblement, devenir maire ou mairesse de Montréal au terme des élections de cet automne. Je leur ai posé des questions sur leur vision de Montréal, sur ce qui les motive, sur les défis qui les attendent, mais également quelques questions un peu plus surprenantes. Tout ça pour que vous puissiez à votre tour mieux faire leur connaissance. Né en 1984 à Montréal, formé en psychologie ainsi qu'en études du développement international et de gestion des projets sociaux. Elle a eu un parcours comme intervenante en santé mentale puis gestionnaire de projets dans différentes ONG. Mais elle s'est lancée en politique en 2013, élue dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme conseillère de ville. Et depuis 2021, elle est la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. De plus, elle a siégé sur le comité exécutif à différentes fonctions, à la démocratie et la participation citoyenne, puis responsable de la transition écologique et de la résilience de même que de l'agriculture urbaine, et jusqu'à récemment, elle était responsable des grands parcs. Laurence Lavigne-Lalonde, bonjour. Bonjour. Alors, continuez ma présentation. C'est quoi votre histoire et pourquoi celle-ci passe par la chefferie de Projet Montréal? Premièrement, merci de me recevoir. Je suis contente d'être là, de pouvoir échanger. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été touchée par les inégalités, puis j'ai aussi été beaucoup touchée par le parcours de différentes personnes autour de moi qui j'avais l'impression qu'il y avait moins de chance, moins d'opportunités. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'abord d'étudier en psychologie parce que j'avais envie d'avoir un impact dans la vie des gens. Ça peut se faire de différentes manières. Mais c'est vraiment au fil de mon parcours, en travaillant dans des différentes organisations ici à Montréal ou à l'international, que j'ai pris conscience réellement que le municipal pouvait avoir un rôle vraiment important dans la qualité de vie des gens et dans l'émancipation des gens. De façon générale, quand on a grandi à Montréal, on a beaucoup entendu parler du provincial, du fédéral. Je pense que ça fait depuis moins d'années qu'on entend beaucoup parler du municipal. Puis j'ai eu un déclic à un moment donné alors que je travaillais au Pérou et tous nos projets étaient dépendants des municipalités. Puis je me suis dit, si le gouvernement local tombe, tous nos projets tombent. Mon contrat se terminait, je revenais à Montréal, c'était l'époque Tremblay, Applebaum. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis, dans les années qui ont précédé, j'habitais dans Hochelaga-Maisonneuve. J'ai été impliquée dans différents organismes dans Hochelaga-Maisonneuve, notamment à la Maison des enfants. Puis, je me disais, ça n'a pas de bon sens que dans les quartiers les plus vulnérables, les plus pauvres, on ait des infrastructures de moins bonne qualité. Les gens sortent de chez eux puis ils doivent même pas se sentir qu'ils appartiennent à la ville, qu'ils ont des possibilités. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer en politique municipale. Justement, utiliser ces leviers-là pour avoir un impact dans la vie du monde. Alors, vous participez à cette administration de Projet Montréal depuis l'élection de Valérie Plante. D'après vous, qu'est-ce qu'on va retenir de ces 8 années Plante? Ce qu'on va retenir ou ce qu'on devrait retenir, on va évidemment retenir les pistes cyclables. Ceci étant dit, j'en suis fière. Le REV, c'est un projet important qui a été beaucoup critiqué, notamment le REV sur Saint-Denis, donc l'axe cyclable sur Saint-Denis. Mais on en voit aujourd'hui les retombées positives au niveau des commerces locaux qui se développent. Donc, de pouvoir offrir des chances égales justement aux gens de se déplacer dans notre ville, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'on va beaucoup retenir ça. Le logement, quand même, c'est pas parfait, mais on a fait des grands gains avec le règlement sur une métropole mixte, c'est-à-dire il faut que tout le monde contribue à la question du logement social. Récemment, on a acquis 700 unités qu'on est venu retirer du marché spéculatif pour que les gens puissent rester chez eux. Donc ça, c'est un dossier important. Les grands parcs. Le Grand Parc de l'Est, le Grand Parc de l'Ouest, préserver les espaces verts pour que les gens puissent en bénéficier. Je pense que c'est un legs aussi très important de notre administration. En contrepartie, il y a des gens qui pourraient croire qu'après 8 ans au pouvoir, le parti souffre d'une certaine usure. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, comment est-ce qu'on règle cette question-là? Oui, la population, après 2 mandats, de façon générale, a envie de changement. Ceci étant dit, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à offrir aux Montréalais, Montréalaises. Je pense qu'on doit changer certaines stratégies. Quand on est arrivé en place, on a fait ce qui, je crois, était la bonne chose à faire, c'est-à-dire de dire à Québec, le logement, c'est ta responsabilité, la santé et les services sociaux, c'est ta responsabilité, l'itinérance, c'est ta responsabilité, vas-y, va de l'avant. Donc, je pense qu'on n'a pas utilisé l'ensemble des leviers qu'on avait pour répondre à ces crises-là parce que quand on prend les responsabilités des autres, après ça, les autres s'en dégagent. Donc, on a utilisé cette stratégie-là d'être dans de la négociation, dans de la revendication.
Ça ne nous a pas empêché d'agir. On n'a pas été complètement attentiste non plus. Mais je crois maintenant qu'il faut utiliser d'autres leviers, aller plus loin, arrêter de se fier au gouvernement supérieur qui, visiblement, n'ont pas mis les efforts nécessaires pour régler notamment ces deux crises-là, mais aussi celle du transport en commun. Et on a des leviers. On a une capacité d'agir avec nos propres outils dans nos champs de compétences à la ville. Puis je pense que ça, c'est ce qu'il va falloir mettre de l'avant pour répondre aux besoins des Montréalais, Montréalaises. J'allais justement vous poser la question sur la manière dont vous voudriez vous distinguer là, de l'administration actuelle ou du style. Donc, il y a ce changement de stratégie. Est-ce qu'il y aurait autre chose également? Il faut absolument utiliser tous nos leviers. On est capable, il faut le faire. Je crois aussi qu'il faut probablement s'adapter au gouvernement avec lesquels on travaille. Je crois qu'il faut ouvrir un dialogue, il faut être moins dans la confrontation. Ceci étant dit, je comprends qu'on est irrité après quelques années de voir que les choses n'avancent pas comme on veut, mais je pense qu'il y a des stratégies à mettre en place différemment, d'utiliser l'ensemble des forces du comité exécutif pour aller justement négocier dans différents dossiers. Donc, il y a une relation à reconstruire avec le gouvernement du Québec pour pouvoir atteindre des gains plus rapidement, mais il ne faut pas miser que sur ça, bien évidemment. Toujours dans les perceptions ou les bilans, il y a certaines personnes à gauche qui ont trouvé que l'administration actuelle n'est pas allée assez loin dans certaines de ses réalisations, que ce soit du côté du logement social. Il y a des gens qui en demandent davantage, du transport en commun, dans la lutte contre le profilage racial ou même dans le dossier des pistes cyclables. Ouais. De l'autre côté, nous avons un commentariat plus à droite ou l'opposition à l'hôtel de ville qui parfois dépeigne Projet Montréal comme de dangereux idéologues extrémistes. Ouais. Qu'est-ce qu'on répond aux uns et aux autres? On est dans un monde qui se polarise. De toute façon, qu'on fasse rien, ça va arriver. On le voit même dans les chicanes entre voisins, quand les gens viennent au conseil d'arrondissement, les gens se polarisent, donc ça va continuer à se faire malgré tout. Ceci étant dit, nous, ce qu'on veut à Projet Montréal, c'est s'assurer que tous les Montréalais, Montréalaises puissent s'émanciper dans notre ville et avoir des chances égales. Le logement, il faut accélérer la cadence, c'est sûr, mais dans les critiques, on nous dit beaucoup qu'on a lancé la balle dans les mains des promoteurs et du secteur privé qui dit, ben basta, ça me coûte trop cher, c'est trop compliqué, je m'en vais construire ailleurs. Donc, on a des leviers qu'on peut utiliser pour créer du logement social, du logement abordable. Ceci étant dit, je crois aussi qu'il faut créer du logement tout court. C'est pas l'un contre l'autre. Il faut faire les deux parce que les gens qui veulent accéder à la propriété actuellement, ben ils vont acheter dans les quartiers où c'est encore abordable, puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui doivent quitter. Donc, on doit construire du logement pour ceux qui en ont les moyens puis qui veulent aller dans du neuf puis qui veulent être propriétaires. Il faut accélérer les changements réglementaires pour préserver le parc locatif. Et il faut aussi faciliter le travail des constructeurs qui veulent faire du logement social et abordable. C'est pour ça que moi, dans ce que je propose, entre autres, je propose de plafonner l'augmentation de la taxe pour les coopératives d'habitation. Quand on habite dans une coop, là, on ne pourra jamais aller chercher la plus-value foncière parce qu'elle ne sera jamais vendue. Donc, que notre coop vale 8 millions de dollars aujourd'hui, on n'en retirera jamais rien. Donc, la taxe foncière, elle augmente en fonction de la valeur foncière, mais c'est pas quelque chose de pertinent dans le cas des coops. Et souvent, il y a un manque de liquidité pour pouvoir faire des travaux dans les coopératives qui vieillissent. Donc, si on plafonne cette taxe-là, on donne plus d'argent aux coopératives pour faire des travaux, puis on vient pérenniser l'abordabilité de ces logements-là. J'ai aussi proposé qu'on puisse offrir un congé de taxes aux OBNL qui veulent construire du logement social. C'est des outils qu'on a là actuellement pour le faire. Ça ne coûte rien à la ville, on reporte un revenu. Mais souvent, un OBNL doit acheter un terrain, aller chercher des subventions et aller chercher une hypothèque. Mais le montage financier pour que ça reste abordable, souvent, ça ne marche pas parce qu'il faut aller chercher des hypothèques beaucoup trop élevées. En offrant un congé de taxes de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, bien, c'est de l'argent moins à mettre dans le montage financier. Ça permet d'aller chercher moins d'hypothèques et donc d'assurer l'abordabilité. Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous, avec nos pouvoirs à Montréal, pour la question du logement notamment. Même chose dans le transport collectif. On peut juste mettre des bus articulés pour se rendre à Pointe-aux-Trembles. C'est bien plus de monde qui peuvent rentrer dans un autobus. Globalement, ça finit par nous coûter moins cher en GES parce qu'on a moins d'autobus si on décide qu'on n'est pas obligé d'avoir des autobus qui sont en stand-by au cas où il y a des débordements. On déplace plus de monde, ils sont plus confortables dans le transport, ça leur donne envie d'y aller. Tarification sociale du transport.
On peut le faire, on a les outils pour le faire. Et ça, là, c'est une mesure qui change la vie de beaucoup de monde. À Québec, ils le font depuis 2 ans, ça marche super bien. Entre la première et la deuxième année, il y a eu une augmentation de 241 % des abonnés par rapport à la première année. Donc, les gens ont envie d'avoir leur carte de transport, puis on peut leur offrir ça. Donc, il y a plein de leviers qu'on peut utiliser. Puis, par rapport à nos détracteurs, je pense que toutes ces mesures-là, là, pour ceux qui ont plus un discours économique puis qui s'intéressent plus à la valeur économique de notre ville, bien, toutes ces mesures-là, là, bien, ça vient aider les gens à payer leur loyer, à payer leur carte de transport et donc à pouvoir accéder aussi à peut-être plus de loisirs, plus d'activités qui, justement, pouvoir aller dans des commerces, dans des restaurants. Donc, ça contribue aussi à offrir une qualité de vie puis à préserver des commerces dans nos quartiers. Donc, je pense que ça répond aux besoins des deux côtés. Exactement. Vous êtes la mairesse d'un arrondissement, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, qui a connu quelques remous politiques avant votre arrivée en poste. Bon, il y a eu Annie Sanson comme mairesse, puis Juliana Fumagalli. Et durant 4 ans, justement, il y a eu des conflits politiques à l'interne, ce qui fait que peu de choses ont avancé du point de vue de certaines personnes qui auraient voulu, justement, une accélération des réalisations de projets Montréal. Vous êtes arrivé en 2021. Et là, on pourrait vous poser la question, est-ce que vous dirigez vers la mairie de la ville viendrait retarder? Est-ce qu'on préférait vous garder comme une bonne mairesse d'arrondissement plutôt que vous voir aller à la ville-centre? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui auraient cette préoccupation? Bien, premièrement, je dis merci aux gens qui considèrent que je fais une bonne job depuis 3 ans dans l'arrondissement. Quand je suis arrivée à l'arrondissement, j'avais vraiment cette conviction qu'on était capable de faire plus, notamment dans Saint-Michel puis dans Parc-Extension, des quartiers qui ont été historiquement négligés par les administrations précédentes. J'ai établi une vision claire, puis je l'ai assis avec la fonction publique. On s'est mis ensemble. J'ai dit, voici où je veux m'en aller. Puis j'ai pris leurs préoccupations et leurs enjeux administratifs. Ils les ont exprimés, puis on a mis tout ça ensemble dans un même document, dans une planification stratégique. Ce qui fait qu'on est capable d'avancer plus rapidement nos projets parce que je prends en considération les préoccupations de ma fonction publique et donc je suis capable de l'accompagner dans les embûches qu'elle rencontre pour pouvoir m'aider à accélérer mes projets. Puis ça, c'est un travail qu'on doit faire partout à la ville, de travailler main dans la main avec notre fonction publique parce que c'est comme ça qu'on est capable de faire accélérer des projets. Je suis vraiment fière de mon bilan dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ça fait 3 ans et demi à peine. On a acheté un terrain, le 700 Jarry-Ouest, que la population demandait depuis de nombreuses années. En 6 mois, on avait réglé le dossier. On a beaucoup de gens qui travaillent justement activement sur les autres projets de logement. Plaza Hutchison, Hôpital Chinois, c'est des dossiers qui n'ont pas avancé. Je ne peux pas vous en donner plus d'informations actuellement, mais on est vraiment là, on travaille très, très fort avec nos collègues de l'habitation en ce moment pour faire débloquer ces projets-là. Je pense qu'enfin, on va pouvoir avoir des belles choses à vous annoncer dans les prochains mois. Ça fait 40 ans que Parc-Extension attend un centre communautaire. Un quartier dense comme celui-là, pas de centre communautaire à eux, toujours dans la précarité pour les organismes communautaires. Des fois, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut demander des choses claires. C'est la seule et unique chose que j'ai demandée yeux dans les yeux, au député de Papineau, M. Justin Trudeau, pour Parc-Extension. On veut un centre communautaire. Comment on fait pour faire atterrir ça? On a reçu 18 millions pour un centre communautaire. La ville, nous, l'arrondissement, on accepte de céder un terrain. On a mis toute notre fonction publique derrière ce projet-là pour aider le communautaire à développer ce projet-là. Ça arrive. Même chose dans Saint-Michel. La population de Saint-Michel est séparée en 2 par une carrière. La demande historique aussi de pouvoir traverser de part et d'autre de la carrière. J'avais annoncé qu'on ferait un lien pour relier les rues Jean-Rivard à Jean-Rivard dans la carrière. Bien, c'est officiellement au budget de la Ville de Montréal. On a fait faire des études. On va faire un lien cycliste et piéton. Ça avance. Les choses avancent. Il faut juste décider de s'y atteler. Puis je suis extrêmement fière de ce travail-là. Puis au début, je vous parlais de l'arrimage avec la fonction publique parce que c'est ce qui me donne espoir que si je quitte vers d'autres fonctions, ce travail-là va se continuer, se poursuivre parce que toute la fonction publique est mobilisée derrière ces projets-là et on s'assurera d'avoir des gens qui vont poursuivre ces travaux-là aussi dans les élus qui seront là. Et d'ailleurs, l'un des facteurs qui contribue à votre notoriété et votre popularité, au moins auprès d'une part de l'électorat et des membres de Projet Montréal, pas seulement dans votre arrondissement, mais ailleurs, c'est votre défense vigoureuse là, des projets
pistes cyclables dans votre arrondissement, notamment celle sur Villeray, celle dans Parc Extension. Est-ce que ça pourrait également vous nuire auprès d'un certain électorat, je pense, à l'échelle de la ville? Peut-être, mais je le vois pas comme ça. On essaie de nous dépeindre comme des idéologues des fois, mais la raison pour laquelle je tenais à faire des pistes cyclables dans Parc Extension, dans Saint-Michel, puis aussi dans l'est de Villeray, c'est parce qu'il y a plein d'enfants. Il y a plein de familles qui n'ont pas de voiture. Dans Parc Extension, c'est 60% des ménages qui n'ont pas de voiture. C'est des familles nombreuses. C'est un quartier qui est enclavé. Ça fait des années que les gens disent « Pouvez-vous, s'il vous plaît, ouvrir notre quartier? » Il y a une clôture avec Ville-Mont-Royal, une voie ferrée sur 2 côtés, puis une autoroute de l'autre côté. Il faut ouvrir ce quartier-là. Puis c'est pas vrai qu'on va créer plein de nouvelles routes pour ouvrir le quartier. Comment on peut le faire avec des axes cyclables sécuritaires? Et pour moi, c'est important que les enfants de Parc-Ex puissent se déplacer en sécurité autant que ceux du plateau Mont-Royal. Fait que c'est pas une question idéologique, c'est pas une question environnementale. Tant mieux si on réduit les GES, mais c'est d'abord et avant tout une question de sécurité. Et là, on vient d'annoncer qu'on va réaliser le passage à niveau au sud de Parc Extension vers le Campus 1000. Donc ça, c'est une porte de plus, là, une ouverture de plus pour les citoyens de pouvoir sortir du quartier, aller bénéficier des services qui sont à l'extérieur du quartier, puis aux autres de pouvoir venir voir la richesse de ces quartiers-là. Donc, moi, je le vois vraiment, vraiment comme un geste. Oui, ça a été difficile. J'ai réussi à démontrer que j'avais le courage de mes convictions et que j'ai eu l'occasion aussi d'expliquer aux gens pourquoi c'était important, ces axes cyclables-là, puis que c'est pas une question idéologique, puis c'est pas juste pour les GES ou c'est pas juste pour faire plaisir à quelques personnes en LICRA. Il y a vraiment des gens de Parc Extension qui utilisent ces pistes-là. Il y a plusieurs personnes qui sont venues au conseil d'arrondissement nous remercier de ça. Et je crois qu'il faut continuer à le faire. Ceci étant dit, ça prend de l'accompagnement. On a financé des cohortes tout à vélo là, avec Vélo Québec parce qu'il y a plein de femmes dans Parc Extension notamment qui veulent apprendre à faire du vélo, mais ils n'ont jamais eu l'occasion. Donc, elles n'en feront pas s'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée. Donc, on fait de la formation, on fait des infrastructures, puis c'est comme ça que les gens vont pouvoir se déplacer puis avoir accès à plein de services qui sont aussi à l'extérieur de nos quartiers. Vous nous avez parlé donc de quelques propositions, quelques idées en logement, en transport collectif. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de votre proposition politique que vous considérez comme des éléments forts et qui vous distingueraient là, des autres candidatures? La base de tout ce que je fais et de tout ce que j'annonce, c'est de pouvoir être axé sur des résultats puis qu'on puisse les voir. Donc, tout ce que je propose dans cette campagne, c'est des choses qu'on est capable de faire avec nos leviers à la ville et qui rentrent dans notre budget. Et de façon générale, c'est des mesures qui nous coûtent rien ou qui sont rentables dans les quelques prochaines années parce que je le sais qu'on ne peut pas demander aux Montréalais, Montréalaises de financer encore et toujours plus les services. Fait que ça, je pense que c'est vraiment la base. Puis c'est important parce qu'on a une responsabilité en tant que politicien, même si j'aime pas l'étiquette. On fait rêver les gens. On n'a pas le luxe de pouvoir les décevoir, là. Il faut qu'on soit capable de mettre en place ce qu'on dit. Puis ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très, très fort dans ce que je propose. C'est que ces mesures-là, on est capable de les mettre en place. Logement, c'est sûr que c'est important. Transport, j'en ai parlé un peu. Il y a un élément qu'on mentionne moins, mais la culture. La culture est en crise actuellement. Problème de main-d'œuvre, augmentation des coûts de production, des autres ordres de gouvernement qui coupent aussi. Il faut qu'on en parle. On dit souvent, Montréal, c'est une métropole culturelle. Il faut que ça arrête d'être un slogan. Puis la ville a un rôle aussi à jouer là-dedans. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse sortir du marché spéculatif les salles de spectacle indépendantes pour les préserver. C'est souvent des endroits où les artistes vont pouvoir aller faire leur premier tour de roue. C'est un accès facile pour les citoyens aussi d'avoir accès à de la culture. Donc, je propose qu'on les sorte du marché spéculatif avec des projets d'immobilier collectif. Je propose aussi qu'on ajoute une taxe sur les grands panneaux publicitaires pour financer les ateliers d'histoire, les tables de concertation culture. On estime, là, Culture Montréal a fait une analyse qu'on serait capable d'aller chercher rapidement là, 4 millions de dollars par année. 4 millions de dollars par année en culture pour la Ville de Montréal, c'est beaucoup d'argent qu'on peut redistribuer. Éventuellement, ils disparaîtront peut-être, ces panneaux-là, mais pendant qu'ils sont là, profitons de cette capacité financière-là. Donc, je pense qu'il y a justement, qu'il faut faire vibrer la culture montréalaise et on a un rôle aussi à jouer comme municipalité pour ça. Et dernier élément,
dans la richesse, justement, de nos quartiers. Les artères commerciales sont importantes, nos commerces indépendants sont importants. Puis plus on a des belles rues commerciales, plus les loyers augmentent. Montréal n'a pas la capacité de gérer les loyers commerciaux, mais on pourrait, justement, sortir, encore une fois, des locaux du marché foncier. Il y a des exemples à travers le monde super intéressants, beaucoup en Europe, où des OBNL se sont mis à acheter certains commerces et les sortir du marché spéculatif, justement. Il faut absolument aller vers ça si on veut s'assurer de préserver nos petits commerçants, nos artisans aussi sur nos rues commerciales. Puis c'est ce qui fait la vitalité puis la différence de chacun des quartiers. Puis c'est ce qui fait que Montréal est une ville qu'on aime tant, c'est qu'il y a de la culture, il y a de la diversité dans les commerces, il y a des vies de quartier qui sont différentes d'un secteur à l'autre, puis ça, il faut miser là-dessus absolument. Très bien. On a parlé donc d'éléments prioritaires, toujours dans l'ordre des priorités, mais là, je vais prendre la question un peu à l'envers. Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire selon vous en ce moment? Ben, je sais pas. Attends, c'est une bonne question. Ben, rien, c'est ça le problème. L'environnement, c'est prioritaire. Le logement, c'est prioritaire. La culture, c'est prioritaire. Le transport, c'est prioritaire. Ceci étant dit, souvent, quand on agit sur un, on agit sur l'autre en même temps. Fait que c'est quand même aidant. Si on agit sur le transport collectif, on agit sur l'environnement. Si on agit sur les espaces verts, on agit sur la qualité de vie. Donc, je pense que c'est un tout. Il y a sûrement quelque chose, mais ça me vient pas comme ça. Quel serait votre plus grand défi comme chef de projet Montréal quand on se transpose dans la campagne électorale? Je suis vraiment convaincue que j'ai tout ce qu'il faut pour être à la tête de la Ville de Montréal. J'ai l'expérience, j'ai la sensibilité, j'ai l'empathie, j'ai la capacité de rassembler. Je travaille en équipe. Donc, je suis vraiment prête à affronter les tempêtes qui viennent avec ça. C'est pas un travail facile. Je suis absolument prête à ça et je dirais même que j'ai hâte. On a tellement de défis à relever, puis j'ai vraiment hâte de rouler mes manches puis de me mettre les mains là-dedans. Et on a la chance incroyable d'avoir une équipe, d'avoir du monde, d'avoir des militants, puis on le voit depuis le début de cette course-là que les gens sont motivés. Puis on a la chance aussi dans notre équipe, comparé à d'autres peut-être, que cette course-là stimule les gens. Il y a des gens qui embarquent et on fait une belle course jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui se lance des tomates. Puis ça fait en sorte que nos militants, en ce moment-là, sont crinqués, puis ils ont le goût d'être là, puis ils ont le goût de la faire, cette campagne-là. Fait que je pense que le défi, ça va être de maintenir cette effervescence-là, cette volonté, cette motivation-là tout au long d'une campagne. C'est tellement long, une campagne municipale, parce que là, le 15 mars, on aura un nouveau chef, une nouvelle chef, puis il n'y aura pas de pause, là. La campagne, elle est lancée. Donc, ça va être de maintenir tout ce monde-là motivé jusqu'au 2 novembre prochain. Mais on a la chance d'avoir un parti qui est vivant. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force. Dernière question pour vous, Oui. toute petite. Au début de son premier mandat, Valérie Plante projetait d'être la mairesse de la mobilité. Oui. Pour ma part, je serai la mairesse de l'équité. L'équité territoriale, l'équité des chances. Laurence Lavigne-Lalonde, merci beaucoup. Merci.